Et merci d'écouter Europe 1. Il est 6h. Europe Matin. Thierry Dagiral. À la une ce matin, la canicule dehors, mais également dedans. Coup de chaud à l'Assemblée nationale hier. Premier texte de loi examiné dans les cris et les huées. Faut-il s'attendre au pire pour les questions au gouvernement? Aujourd'hui, élément de réponse avec Victor Chabert dans un instant. Le mea culpa du patron de Nestlé France. 4 mois après le scandale des pizzas Buitoni, il présente ses excuses et annonce un fonds de soutien pour les familles des victimes. La vague de chaleur se poursuit sur la France, on le disait, dans les centres de loisirs. On s'organise pour préserver les enfants. Reportage à Colomiers. C'est près de Toulouse dans ce journal. Dans la prochaine demi-heure, 6h15, le journal des sports de Lucas Courtin avec le tour bien sûr, 6h20, l'innovation d'Anissé Mbida et puis à 6h23, la partition d'Omblin Roche. On va parler ce matin du groupe Supergrass. Europe 1. Et la première édition est présentée par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Thierry, bonjour à tous. On a perdu une demi-journée. Déclaration d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, hier, après le rejet de la motion de censure déposée par la France insoumise contre le gouvernement. Les députés qui se sont ensuite mis au travail, examen nocturne de leur premier texte, le projet de loi sanitaire. 2 mesures phares, réinstaurer le pass sanitaire aux frontières et maintenir jusqu'en janvier prochain la collecte des données sur les dépistages et la vaccination contre le Covid. Victor Chabert, dans quelle ambiance se sont tenus les débats ? Eh bien, c'était un hémicycle très agité hier soir pour examiner ce premier texte sur la gestion de la crise sanitaire. Ça fait 2 ans que le gouvernement gère très très bien cette crise. Maintenant, très bien. Et les Français le reconnaissent, et les Français le savent. Avec une alliance de circonstances entre le RN et la France insoumise sur une motion de rejet préalable du texte déposé par LFI, voté par le Rassemblement national, provoquant un résultat très serré, 192 contre le rejet du texte, 174 pour. La majorité a compté les siens tout le long de la soirée. L'ambiance de cette séance nocturne était à l'image de celle de l'après-midi où était examinée la motion de censure déposée par la NUPES à l'encontre du gouvernement. Même si elle n'a pas obtenu de voix supplémentaires, Elisabeth Borne en sort confortée. Elle n'avait pas demandé la confiance des députés à l'issue de sa déclaration de politique générale. Mais pour la majorité, ce rejet lui donne de facto la légitimité du Parlement. Une majorité, même relative, reste une majorité. Ces 2 premières séances donnent le ton de ce que sera cette législature, avec une nouvelle épreuve du feu qui s'annonce houleuse pour l'exécutif, celle des questions au gouvernement cet après-midi. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Et puis le prochain texte examiné, ce sera le projet de loi sur la protection du pouvoir d'achat à partir du 18 juillet après son passage en commission. Et les oppositions ont déjà déposé plus de 600 amendements. Selon le rapporteur général du budget, ces propositions se chiffrent à 100 milliards d'euros et ne s'accompagnent d'aucune mesure d'économie. Et pourtant, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Le gouvernement cherche d'ailleurs comment continuer à financer la protection du pouvoir d'achat des Français. Prenez par exemple le prix du gaz et de l'électricité. Le bouclier tarifaire qui nous préserve des factures trop salées se termine à la fin de l'année. Ce week-end, Bruno Le Maire a déclaré qu'il faudrait, je cite, faire plus pour ceux qui en ont besoin, mais qu'il faudrait aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se le permettre. Une phrase qui fait polémique. Qu'a voulu dire le ministre de l'économie ? Il s'est expliqué, écoutez. Nous étudions avec la Première ministre la possibilité, à partir du 1er janvier 2023, d'avoir des aides plus importantes pour ceux qui en ont le plus besoin. Il n'y aura évidemment pas de facture différenciée entre les Français, ni sur les factures de gaz, ni sur les factures d'électricité. On ne peut pas faire des factures différenciées. L'électricité a un prix, le gaz a un prix. En revanche, sur la base de cette facture, il faudra regarder quels sont les ménages qui ont le plus besoin de notre soutien. Nous n'abandonnerons pas les ménages qui en ont réellement besoin, nous n'abandonnerons pas les ménages qui en ont le plus besoin. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. 6h04 dans le reste de l'actualité. 4 mois après le scandale des pizzas Buitoni, le patron de Nestlé France sort du silence. En mars dernier, les pizzas Fresh Up produites dans l'usine Buitoni de Caudry dans le Nord ont été contaminées à la bactérie E. coli. Résultat, 56 enfants malades, 2 décès suspects. Une information judiciaire a été ouverte, mais avant que la justice ne se prononce, Thibaut Hu, l'entreprise fait son mea culpa. Oui, le président de Nestlé France, Christophe Cornu, se dit bouleversé par ce qui est arrivé aux familles touchées par la contamination. Nous leur devons des réponses et la vérité, confie-t-il au journal Le Figaro. Le président présente donc ses excuses et annonce la création d'un fonds de soutien
Le 1er septembre, aux victimes du SHU, syndrome mortel provoqué par la bactérie Escherichia coli. On apprend qu'une enquête interne est en cours et vise particulièrement les farines utilisées dans la fabrication des pizzas. Christophe Cornu précise aussi que la marque Buitoni sera maintenue chez Nestlé coûte que coûte, mais que le sort réservé à l'usine toujours fermée dans le Nord, à Caudry, est incertain. Les pizzas de la gamme Fresh Up sont suspectées d'avoir provoqué la mort de 2 enfants. Une information judiciaire est en cours, notamment pour homicide involontaire. Thibaut Hu. La suite de votre journal, Fanny Marceau. Il fait déjà chaud ce matin, on le disait avec Marlène Duré, une vingtaine de degrés sur tout le territoire et jusqu'à 35 degrés dans le sud-ouest cet après-midi. À Toulouse, hier, le thermomètre affichait déjà 37. Cette première semaine de vacances s'annonce lourde. Il faut donc trouver des activités adaptées aux fortes chaleurs dans les centres de loisirs. Les équipes d'encadrement et d'animation ont déjà les bons réflexes. Le reportage de notre correspondant près de Toulouse, Benjamin Péter. Va te mettre à l'ombre, ma jolie. On reste à l'ombre. Tu me les mets tous là, s'il te plaît. Anaïs Danels, la directrice du centre de loisirs des maternelles, rappelle les bons gestes aux enfants, mais aussi aux animateurs. À l'intérieur, dès les premières heures, tout est fait pour conserver la fraîcheur. On aère déjà le matin très tôt et on enclenche ensuite les clim mobiles dès notre arrivée à 7h30. Et ensuite, la journée, ça va être qu'avec des activités tranquilles, des barraos dans toutes les salles. On vaporise les enfants régulièrement de manière à ce qu'ils soient bien, quoi. À l'extérieur, par petits groupes, les enfants sont encadrés dans des espaces ombragés et on privilégie les jeux calmes. C'est une balle à 6. On essaie de pas trop les faire courir. Véronique, l'animatrice, reste en alerte pour éviter la déshydratation de ces petits CP. Eux, ils ne le sentent pas. On fait régulièrement des temps calmes. Régulièrement, quand on fait des grands jeux, de les faire boire, les poser. On fait beaucoup de jeux d'eau. Vous pouvez faire un parcours et les faire arroser. Alors l'avantage, c'est que par ce temps, les batailles d'eau sont autorisées. Elles sont même recommandées. Ça permet là aussi de se rafraîchir. Et si ça ne suffit pas, 3 piscines ont été montées dans un espace sécurisé. Et tout l'après-midi, des petits groupes peuvent aller se baigner le temps de faire redescendre la température du corps. À Colomiers, Benjamin Péter, Europe 1. L'actualité internationale à présent, direction l'Ukraine où les autorités craignent une nouvelle offensive russe dans le Donbass. Oui, Moscou qui attaque à coups de bombes, mais aussi à coups de passeports. Hier, le Kremlin a annoncé faciliter l'accès de la nationalité russe pour tous les Ukrainiens. Une mesure qui n'était valable jusque-là que pour les zones occupées, mais qui va donc être étendue à tout le pays. Décision très stratégique de Vladimir Poutine, comme l'explique Carole Grimaud-Potter. Elle est spécialiste de la Russie. C'est un outil stratégique pour russifier l'Ukraine et dissoudre totalement cette nationalité ukrainienne jusqu'à la citoyenneté même des populations. Alors, il est écrit dans la constitution russe que la Russie doit défendre ses citoyens russes, même en dehors de son territoire, en cas de risque, en cas de danger. Le but est de pouvoir justifier d'autres attaques dans d'autres régions de l'Ukraine et petit à petit avaler finalement l'Ukraine. Cette technique de passeportisation, ce n'est pas nouveau. Le Donbass aussi, à peu près 1/5 de la population ont eu des passeports russes. Et aujourd'hui, c'est bien tous les Ukrainiens qui peuvent faire cette demande de passeport russe. Voilà. Et puis, ces images exceptionnelles, la tête dans les étoiles, ce sont les premières images du télescope James Webb dévoilé hier. Oui, un voyage dans le temps et dans l'espace. Ce cliché nous montre en fait des galaxies formées peu de temps après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. 6 mois après son lancement, le télescope surpuissant nous permet donc de découvrir, selon la NASA, l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers. Restez à l'écoute puisqu'à 7h40, on en parlera amplement avec l'astrophysicien David Elbaz. Retour sur Terre à présent, Fanny, avec une chanson qui a fait le tour de la planète. Alléluia, Leonard Cohen. Depuis 40 ans, c'est un indémodable repris dans tous les styles. Cette semaine, aux États-Unis, un documentaire sur l'histoire de ce morceau sort au cinéma. Alléluia, Leonard Cohen, A Journey of a Song, film qui se balade dans les archives du poète canadien pour percer les secrets de la composition de cette chanson mythique restée dans l'ombre pendant des années, Marie Jiquel. Un souffle sacré qui résonne comme dans une cathédrale. Leonard Cohen a mis plusieurs années à ciseler cette prière. Très inspiré, le crooner canadien a même écrit une centaine de couplets pour cette ballade romantique. Le documentaire rappelle aussi la trajectoire étonnante de cette chanson, d'abord ignorée et boudée par le label Columbia Records, qui refusa de sortir l'album de Cohen en 1984 sur lequel figurait le célèbre titre. Reprise entre autres par Bob Dylan et Jeff Buckley des années plus tard, bande-son de Shrek,
musique, Alléluia est devenu un hymne de la culture populaire, largement diffusé aux mariages, aux enterrements et entonné dans les télécrochets du monde entier. L'année dernière, le tube du poète disparu en 2016 fut à nouveau choisi pour rendre hommage aux victimes du Covid lors d'une cérémonie à Washington devant Joe Biden. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. 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 Quelle voix celle de Léonard Cohen. Ça nous met bien pour le matin. Bah oui. Merci bien pour le réveil. beaucoup Merci Fanny à Marceau, vous, c'était votre journal, à tout à l'heure. Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagira.